Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes là les quatre en studio parce que Franz Voltaire ne sera pas avec nous cet après-midi, mais Jean-Emmanuel Pierre est là, Gisler Jean-Gilles est là, et puis le grand Henri également est là avec nous. Alors, messieurs, comment ça va? Gisler, Jean-Gilles, on va tester ce micro. Gisler, comment ça va? Ah bon, ça va très bien. Ah, et puis, on salue tout le monde et puis les auditeurs. Oui, alors Jean-Emmanuel, ça va? Ça va bien, ça va bien. On est quatre mousquetaires, le cinquième a disparu. Le cinquième a disparu. On le récupérera samedi prochain. Il n'a pas disparu. Le Mais en devoir l'appelle attendant- ailleurs. En attendant, Henri est là. Oui, je suis Monsieur Saint-Fleur. là. Oui, salutations aux auditeurs et auditrices de l'émission. Bon, alors merci, messieurs. Alors nous allons débuter avec le premier sujet qui vraiment vaut la peine. C'est la visite de Joe Biden, très attendue au Canada. Et normalement, la tradition veut que lorsqu'un président américain doit faire son premier voyage, il choisit toujours, ou presque toujours, le Canada. Et Joe Biden, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être en imitant son prédécesseur, n'a pas choisi le Canada pour son premier voyage. Peut-être que la politique, enfin la géopolitique oblige, mais il s'est repris de fort belle manière avec un voyage enchanteur pour lui et surtout pour Justin Trudeau, messieurs. Alors, racontez-nous ce que vous avez aimé de ce voyage, comment vous avez vu le voyage de Joe Biden. Est-ce qu'il y a eu un gagnant, un perdant? Parce qu'on va prendre les choses par étapes, messieurs. Alors, ne me commencez pas chemin Roxham fermé Haïti, parce que tout ça va y passer. Mais le voyage, pour le voyage, les relations canado-américaines. Bon, tu veux pas qu'on commence par chemin Roxham. Donc, grosso modo, c'est le point gagnant pour le Canada, pour Justin Trudeau lui-même, pour son administration, dans un contexte de scandale et autres difficultés, une fois de plus que connaît le Parti libéral dans ce nouveau scandale sur les deux Michael. Moi, je crois que ça apporte un élément nouveau. Bon, après même, on pourra regarder si dans ce contexte, le grand gagnant, ce n'est pas François Legault et le Québec, mais c'est une autre histoire. Moi, je crois que c'est un voyage où le Canada, Joe Biden, avait besoin de saluer le travail réalisé par le Canada sous les auspices des États-Unis, parce que moi j'aime souligner le fait que les Canadiens marchent toujours dans les pas des Américains. Et là, il n'y a pas eu d'éléments trop sensibles, puisque le tout avait été prévu à l'avance. Je crois que tout simplement, moi je reviendrai à ce que tu as dit avant, c'est un impair que le président américain ait effectué des voyages ailleurs avant de venir au Canada. Et on est déjà plus de 2 ans après l'élection de Joe Biden. C'est une faute qui a tout simplement été corrigée. Mais il n'y a pas grand-chose à souligner. Il n'y a pas de... c'était pour le Canada et les États-Unis le moment de réaffirmer leur proximité, d'autant qu'ils avancent sur des fronts communs sur plusieurs choses. On reviendra sur Roxham, on reviendra sur la situation en Haïti, mais le fait aussi que le Canada ait pris les devants et dans certains cas prend certaines décisions, même en avance par rapport aux États-Unis, sur la question ukrainienne. Je crois que c'était ça surtout et pas autre chose. Moi, je pense que le président des États-Unis ait pris autant de temps, peut-être 2 ou 3 ans, avant de venir au Canada. Et pour une visite de 24 heures, cela dit quelque chose, c'est parce que le Canada probablement n'a pas le poids dont les Canadiens pensent
qu'il a dans les relations internationales. Parce que, s'il faut voir, même avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président Biden était déjà allé en Europe, faisait plusieurs voyages officiels, des voyages d'État en Angleterre. Mais bon, le Canada, non seulement, il est à côté, c'est un voisin, donc c'est un voisin, c'est plus qu'un voisin, c'est un ami, c'est un allié, mais c'est pas un allié de proie comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou le Japon, il faut se le dire. Donc, regardez, il n'y a pas de très grandes annonces qui ont été faites, hein, parce qu'on sait que le Canada attendait beaucoup de la visite du président américain, par exemple, par rapport comment on appelle ça, la politique de favoriser les entreprises américaines au détriment le Buy American Act, c'est-à-dire que l'industrie générale canadienne, on sait qu'elle dépend au moins à 60-70% de l'exportation vers les États-Unis. Donc, dans le bois d'œuvre, plein de choses, donc qui fait que on attendait que les États-Unis bougent un petit peu plus. Mais sur le plan personnel, bon, on peut dire c'est une petite victoire pour le Premier ministre, dans la mesure où il a été malmené sérieusement depuis 2 ans dans les médias et l'opinion publique. Mais puis, le fait que, avec la montée de la droite identitaire au Canada, concernant l'immigration, l'entrée illégale des migrants sur la frontière. Donc, ça a apporté un petit baume sur les douleurs du Premier ministre. On sait que le Premier ministre Legault, qui a derrière lui tout un bataillon identitaire qui pousse qu'il y ait moins d'immigrés au Québec, et encore moins qui passe par le chemin Roxane. Donc, le Premier ministre Legault, au contraire, il a même parlé d'une victoire. Et une victoire pour le Québec que, enfin, le chemin, j'ai toujours dit Roxane, bon, le chemin Roxham sera fermé. Ouais. Mais écoute, le problème n'est pas résolu, Jean-Pierre. Personne la frontière canado-américaine, c'est presque plus de 6 000 à 7 000 kilomètres. On va revenir. Oui. Donc, on peut dire, pour mon petit point de vue, c'est que ça va beaucoup mieux pour le Premier ministre. Donc, le président Biden n'avait pas grand-chose à gagner d'une visite au Canada. Bon, ça a pris seulement une visite de 24 heures. Oui. Écoutez, messieurs, moi, je vous trouve extrêmement généreux envers ces politiciens qui ont utilisé et qui ont fait acte plutôt de relations publiques. Hein? Et moi, j'ai horreur lorsque les politiciens font ils utilisent les relations publiques pour essayer d'apaiser quelque chose. Pour moi, celui qui a bénéficié davantage, au contraire de Legault, moi je pense qu'il aurait dû se taire. C'était le moment idéal pour lui de se taire. Mais par contre, Trudeau a bénéficié d'une accalmie par rapport à ses propres situations. Et les différents... en fait, c'est plus qu'un baume que Biden lui a offert. Il est venu le sauver littéralement parce qu'il était vraiment, vraiment mal pris. Et vous allez voir, il suffit de se donner à peu près 2-3 jours, 24 heures, disons 48 heures et top, et les problèmes vont recommencer parce que rien n'a été résolu. Et au niveau international, je ne crois pas que Biden ait gagné grand-chose. Il a tout simplement fait acte de présence. Il s'est rattrapé en quelque sorte, mais qu'il soit venu, qu'il ne soit pas venu, pour moi, ça ne change absolument rien. Parce que la déclaration la plus importante a été signée en mars 2022 par le Canada et en avril, vers le 10 à peu près, par les États-Unis. C'est l'entente sur les pays, les tiers pays sûrs. Alors, pour moi, c'est 1 an pour mettre en action quelque chose qui est signé. Je trouve ça extrêmement lamentable, je trouve ça abusif, je trouve ça utiliser les relations publiques pour essayer de calmer la population. Moi, je trouve ça extrêmement dérangeant.
Bon, alors, messieurs, moi, je vais vous faire remarquer peut-être que la politique marche des fois un peu vite, un peu beaucoup vite. Je suis d'accord que effectivement c'est un impair, même si Donald Trump l'avait fait aussi là, hein, que le président américain n'ait pas pensé à effectuer sa première visite. En passant, Donald Trump avait de la difficulté à savoir où se trouvait le Canada par rapport aux États-Unis, hein, tellement il ne connaissait pas les rudiments de la politique ou de la géographie, que je devrais dire, n'est-ce pas? Et alors, mais tout ça pour dire que je pense dans l'espace d'environ un mois, les choses ont beaucoup changé, où on ne peut pas se payer le luxe en Occident de laisser de côté des amis, de ne pas prendre soin de nos amis, de ne pas soigner les relations. Je pense que c'est ça que le président a fait, parce que vous avez la semaine dernière, hein, cette belle visite de Xi Jinping en Russie, et dans le but de sceller une amitié, vraiment, Jean-Emmanuel, tu as vu, tu as cherché, tu as vu que c'était une fraternité, une amitié indéfectible. Absolument. Ah, indéfectible. Alors, ça prend dans une course pour l'hégémone, n'est-ce pas? Parce que c'est une course qui va se faire peut-être à deux, peut-être à trois, mais certainement à deux, entre la Chine et les États-Unis ayant gagné cette course, la Chine qui veut lui ravir le trophée, n'est-ce pas? Et là, maintenant, Joe Biden va tout faire pour resserrer les liens, etc., et se montrer bon prince, etc. Et le Canada fait partie de ces pays sûrs qui, ne gênent pas les politiques de Joe Biden. Mais c'est le temps de resserrer ces relations-là. On l'a vu. Et là, il n'y a pas eu d'hypocrisie, contrairement, bon, c'est pas le mot qui a été utilisé par notre ami Henry, mais on a vu que Joe Biden a pris plaisir d'être au Canada et il s'est senti en territoire conquis, je pourrais dire, n'est-ce pas? Parce que Justin Trudeau est un gars vraiment fiable. Tout ce qu'il demande à Justin Trudeau, il le fait, sauf une chose, Haïti. Bon, on en parlera un peu plus tard. Moi, je dirais quelque chose, Jean-Yves Pierre. De toute façon, Biden, ce n'est même pas nécessaire de venir au Canada pour s'assurer de la loyauté, de la fidélité du Canada. D'abord, le Canada, c'est plus qu'un voisin, plus qu'un allié, c'est un cousin. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis savent que dans ce bras de fer pour le contrôle du monde qu'ils mènent face à la Chine, ils peuvent compter d'abord sur les 5 cousins. On appelle les Five Eyes, les 5 cousins, l'ordre anglo-saxon. C'est-à-dire que les États-Unis, pas même besoin d'aller à Londres pour avoir l'appui de l'Angleterre, de l'Australie, du Canada. Donc, cette visite-là, de 24 heures, d'ailleurs très brève, c'est juste pour passer la main sur la tête du Premier ministre pour dire on est avec toi, t'inquiète pas. Bon, je te fais remarquer que parmi les Five, récemment, il y a eu une grande-messe et on a exclu le Canada. Alors, c'était le temps de lécher le bébé, lui dire tu n'es pas un rejeton, tu fais partie de la famille, et puis on est très heureux. Et je pense que Justin Trudeau en sort régaillardi, comme vous l'avez dit, vous l'avez vu, et il avait besoin de ça. Mais c'est un voyage qui s'est préparé de longue date. On ne peut pas dire que c'est un voyage qui a été commandé pour justement apaiser les douleurs de Justin Trudeau, mais ça a eu cet effet-là. On est d'accord là-dessus. On attendra les sondages pour savoir s'il a pu tirer son épingle du jeu. Bon, et ça a calmé le jeu. Ça arrive exactement au lendemain de ce scandale sur les 2 Michael, par exemple.
Et ça devrait, puisque le député Young est sorti du caucus, s'est retiré du caucus, a eu ces moments de contrition et de pleurs devant le Parlement. Et les deux Michael ont été parmi les grands invités hier pour recevoir les hommages à la fois de Justin Trudeau que de Joe Biden. Donc, je crois que ça devrait un peu calmer le jeu. Mais bon, faut pas non plus aller chercher midi à 14h. Sur ce que tu nous as demandé concernant qui a gagné, je ne pense pas, comme je l'avais analysé. Non, mais Jean-Emmanuel. Je crois qu'il y a des sujets, Joe Biden n'avait rien à gagner. Oui, vous l'avez dit, il faut absolument, comprendre. Je l'ai dit au début sur le fait que Justin Trudeau, c'était pas une rencontre pour savoir qui va gagner, qui va perdre, etc. C'était, comme je l'ai souligné, un qui va gagner quoi? De bon voisinage. Mais à qui ça profite? Et c'est ça, Justin Trudeau. Ça, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'on dit gagner, mais à qui ça profite? Je pense qu'il fallait, excuse-moi, Pierre-Emmanuel, je pense qu'il fallait atténuer l'impact de cette rencontre et la signature de ce rapprochement entre l'Iran et les Émirats arabes unis, parce que c'est une première. Depuis des siècles, je pourrais même dire, qu'il y a une décision aussi importante qui soit prise et que l'Occident n'en fait pas partie. Donc il fallait à quelque part atténuer l'impact de ce geste magistral, à mon avis, parce que en montrant une certaine amitié et faire ressortir l'amitié entre le Canada et les États-Unis, on essaie à quelque part de faire oublier cet enjeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être une façon de voir qui est intéressante. Mais je pense que un voyage de Joe Biden dans la région du Proche ou du Moyen-Orient, remarquez qu'il y a son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État qui est allé dans la zone, mais ça aurait eu probablement un peu plus d'impact à ce moment-là. Moi, je crois vraiment que, comme je l'ai souligné, que c'était une façon de réparer un faux pas, parce que traditionnellement, le premier voyage du président américain se trouve être au Canada, se fait au Canada, et on a passé le cap des élections de mi-mandat, le midterm elections, et Joe Biden n'était toujours pas venu, et je rejoins mon ami Gessler sur la question, sur le fait que bon, là il faut arrêter de niaiser. Le Canada a tout fait dans les dossiers internationaux aux côtés des États-Unis aujourd'hui, en particulier sur la question électorale. Continuer de nous traiter de cette façon est considéré comme une manière de nous prendre de haut. Et je crois que c'est ce que tout le discours de Biden était justement pour atténuer cet aspect-là, en vantant les relations historiques, en faisant ci, en faisant ça. Et la réponse du Parlement était pareille, le standing ovation au président des États-Unis. Je crois que c'était aplanir ce différend et entre les deux pays, d'autant que là où je te rejoins, c'est que, et je le redis, c'est que le Canada se trouve sur beaucoup de dossiers internationaux avec les États-Unis, et que tu traites ton meilleur allié, qui est en plus ton allié de proximité, etc., même quand ce n'est pas l'allié le plus important et le plus puissant, mais c'est un peu ça, l'attitude de Biden nous a rappelé le 30 septembre, l'attitude de George Bush après le 11 septembre, où on a remercié tous les amis des États-Unis qui sont venus porter secours, etc., sauf le Canada qui était là en premier. Évidemment, question de proximité, c'est le Canada qui a été le premier sur les lieux, mais n'a pas été remercié. Donc, il y a comme cette attitude de l'Amérique aux Américains. Mais le Canada, un peu comme Haïti, se trouve in the backyard. Mais écoute, juste pour rappeler que tu parlais de George Bush tout à l'heure, en 2000,
en 2001, en janvier 2001, George Bush a pris le pouvoir. Donc, son premier voyage, c'était pas le Canada, c'était le Mexique. Donc, au Canada, les gens maugréaient un petit peu, ils boudaient un peu. Ils voyaient ça comme un changement dans la politique internationale de la politique américaine, c'est-à-dire vers l'Amérique latine qu'il fallait consolider, en sachant que, de toute façon, le Canada, c'est un fidèle ami, donc les gens doivent comprendre, c'est écrit nulle part. Non. La politique est une question de tradition. Beaucoup dans la politique internationale, on retrouve des réflexes traditionnels qui font que un tel est l'allié d'un tel, que ça se fait de telle façon, jusqu'à ce qu'un jour, ça ne se fait plus de cette façon. C'est un couac à une tradition, mais ce n'est pas un couac en tant que tel, c'est-à-dire ça ne change pas nécessairement les relations entre le Canada et non, les relations en canado-américaines resteront comme elles sont pour plusieurs générations, quel que soit le type qui est à Washington, républicain ou démocrate, et au Canada, à Ottawa, libéral ou conservateur. Donc, mais ce que les gens doivent voir aussi, c'est que on ne parle pas non plus on ne parle pas de l'hostilité qu'il y avait entre le Canada, Justin Trudeau et Donald Trump, mais en même temps, parce que mine de rien, ça fait un bout que Justin Trudeau est là. Et c'est là où les gens doivent comprendre l'usure du pouvoir aussi. Parce qu'il a fait Barack Obama, il a fait Donald Trump, et là, il fait Joe Biden. Donc, les gens doivent comprendre, ce n'est pas la bromance qu'on a sentie entre Trudeau et Barack Obama, qui étaient vraiment de la même génération et qui traînaient dans les rues d'Ottawa, allaient manger des queues de castor, etc., etc. On sentait qu'il y avait une chimie, effectivement, entre les deux chefs d'État. On sentait qu'il y avait une irritation. On n'ira pas jusqu'à un désintérêt viscéral durant l'administration de Donald Trump par rapport à Justin Trudeau. Là, c'est entre les deux. Alors, messieurs, on va à la pause commerciale et puis au retour, on va continuer sur la visite et puis ça va nous permettre de glisser sur Roxham. Enfin! Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend de Roxham. Il aime Roxane. C'est Roxane. Hein? Bonjour, c'est Bito Vaoba sur cpamradiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Gisler Henry. Gisler Henry. Toujours de la difficulté à faire ça. C'est pas Gisler, l'autre c'était Gisner. Ouais, mais on ne sait jamais, peut-être que c'est Gisner. On l'a changé pour Gisler Henry et Jean-Emmanuel Pierre et bon, même, mesdames et messieurs, et là on est en plein dans Roxham. Roxham n'est plus, messieurs. Oui. Roxham n'est plus. Et ça, là où on peut parler, on peut être en désaccord avec ce qu'a dit Henry à propos de politique. Et puis, je n'aime pas qu'on regarde les politiciens de cette manière-là, parce que ça prend des hommes pour faire de la politique. Et il y en a qui sont vraiment sincères dans leur façon de faire, mais il y a toujours une manière théâtrale pour faire la politique aussi, d'une certaine façon. Il faut comprendre que la chose se prépare,
quand on sait qu'il y a eu tellement de négociations par rapport à Roxham. Mélanie Joly a été le ministre de l'immigration aussi, et des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui ont rencontré les homologues américains de l'autre côté pour régler le problème à Justin Trudeau. Oui, on a beau dire que c'était un chemin quelconque, chemin Roxham, que ça aidait à résoudre un certain problème, mais on recevait aussi par flopée des migrants qui n'étaient pas toujours ceux qui étaient désirés. Hein? Parce que dans la politique migratoire, il faut laisser une partie pour des demandeurs d'asile, mais il faut laisser aussi une autre partie pour des réfugiés familiaux, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Des demandes, oui, pour les regroupements familiaux. Et ça, là, Justin Trudeau était empêtré avec Roxham. Et on aurait pu, tout simplement, par un accord, et je dis encore, là, lorsqu'il y a une entente qui est signée entre deux pays, deux parties, mais il suffit tout simplement à une des parties de dire je ne suis plus partie à l'entente, et puis voilà, l'entente prend le bord. Et pourtant, Justin Trudeau a fait tout ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, y compris mettre ses relations avec le Premier ministre du Québec à mal, vraiment très à mal, pour aller jusqu'à une entente et attendre justement quasiment la veille de l'arrivée du président américain, pour découvrir qu'il pourrait y avoir cette entente-là, et le lendemain, le premier jour de la visite, parler de cette situation de Roxham qui doit se fermer. Alors, c'est de là, qu'on va dire que ça profite effectivement à Justin Trudeau, cette visite, mais même François Legault n'a pas trouvé moyen de critiquer cet arrangement. Bon. Parce que tout le monde s'est retrouvé dans cette entente. Alors, il y a deux choses dont il faut se rappeler. Je vais commencer par le fait que Justin Trudeau ait réussi, et c'est pour ça que j'ai parlé de victoire de Justin Trudeau. C'est-à-dire qu'il a gagné avec cette visite la question du chemin Roxham, qui était devenu a pain in the ass, comme on dit en anglais, qui était devenu une épine au pied, c'est ça, et c'était devenu aussi une espèce de pomme de discorde. Mais comprenez une chose, ce que le Premier ministre du Québec, François Legault, a fait, a aidé aussi en quelque sorte le dossier pour Justin Trudeau. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est engagé il a laissé la posture nationaliste, parce que ce qu'il y avait dans le dossier Roxham, c'était une question d'immigration, c'était une question de langue, les caquistes évoquaient toutes sortes de choses possibles et imaginables, mais qui ramenaient toujours à cette position d'ultra-nationaliste. Et là, j'ose le dire, sur des questions frôlant la xénophobie. Alors que là, ils ont mené une campagne au niveau de la presse américaine, une bonne campagne au niveau de la presse américaine, mais aussi au niveau d'élus américains. Le Premier ministre François Legault a changé du tout au tout de ton, parlant du fait que, et c'est vrai, que ces dernières années, tout ce qui arrivait par le chemin Roxham restait au Québec. Et ça devenait un peu difficile à gérer en termes de population. Et il a raconté, par exemple, aux élus américains, comprenez que vous êtes 350 millions. Messieurs, tout comme les Canadiens, peuvent tout simplement décider de renvoyer quelqu'un qui se présente au chemin Roxham. Mais entre ce chemin Roxham et les autres chemins Roxham auxquels notre ami Gessler faisait allusion tout à l'heure, mais il y a
toujours des possibilités de passer la frontière. C'est une frontière longue de 6000 kilomètres. C'est des kilomètres, ça, là. Donc, moi, je pense, Pierre, pour revenir à ce que disait Mano, j'ai l'impression que ce dossier-là, Trudeau avait peur de le porter par devant les Américains. Malgré la pression du gouvernement du Québec, des chroniqueurs de droite nationalistes, etc., on sentait qu'il avait... C'est comme s'il ne voulait pas effrayer son ami américain, alors que c'est M. Biden qui a la clé de la résolution de ce problème. Bon, ce qu'on sait, c'est que probablement Trudeau avait quelque chose dans son manche, parce qu'en cachette, il a mené le dossier pendant 1 an. Même le gouvernement du Québec n'était pas au courant. Je pense que pas plus tard que ce matin sur Radio-Canada, la ministre de l'Immigration du Québec a paru tout à fait étonnée. Il n'était pas au courant du tout et que le ministre fédéral qui s'occupait du dossier avec les Américains ont gardé le secret. Bon, c'est très bien comme tu as dit, pour le Premier ministre, vraiment, il respire. Mais le problème, on ne sait pas comment ça va se passer parce que, les gens vont continuer à venir du côté de Oxfam. Ils seront arrêtés. Mais maintenant, après l'arrestation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les renvoie directement? Mais c'est contrairement à ce que notre ami dit, notre ami Henri S. Dit, c'est que l'entente tiers pays sûr continue. Toujours. Je vais me permettre, excuse-moi, Ernest, de faire un petit rappel. D'accord? Parce qu'il faut distinguer 2 choses. Réfugiés et revendicateurs du statut de réfugié. Alors, les réfugiés, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils sont résidents permanents au préalable. D'accord? Ah oui, ils sont résidents. C'est des programmes qui sont prévus au niveau de la charte de la haie. D'accord? Donc, ils arrivent comme résidents permanents. Non. Donc, ils ont été sélectionnés dans les camps de réfugiés, soit en Afrique ou bien au Moyen-Orient, gérés par les Nations Unies. Quand ils viennent, bon, le Canada a accepté quelques centaines, mais c'est ce qu'il voulait dire. On ne peut pas revendiquer le statut de réfugié à partir de son propre pays. Il faut obligatoirement le faire à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Donc, les gens qui se présentent à un point d'entrée ou à un port d'entrée ou qui se présentent à une frontière, ce qu'ils font, ils réclament le statut des réfugiés. Il y a un processus. Là, ce qu'ils viennent d'ajouter à l'entente des tiers pays sûrs, c'est tout simplement que si quelqu'un a revendiqué aux États-Unis, il décide d'appliquer et de retirer l'exemption ou la possibilité que les gens avaient de pouvoir réclamer le statut de réfugié. Mais comme ils sont passés par un pays qui fait partie de l'entente, ils ne peuvent plus, le gouvernement canadien se donnera 14 jours pour prendre une décision. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un jugement il y a une plainte qui a été déposée contre le gouvernement canadien parce que des gens ont estimé que cette façon de faire contrevenait à la Constitution canadienne. Bon, mais ça regarde le Canada. Ça regarde le Canada. Le Canada va gérer ce dossier-là selon ce jugement, mais à ma connaissance, le Canada n'est pas ébranlé par aucun jugement comme tel qui l'oblige à. Mais ce qui est important, ce que faisait et ce pourquoi aussi c'était en faveur des États-Unis, l'entente pays tiers sûr ou tiers pays sûr, là, c'était que les gens trouvaient une manière de quitter les États-Unis. Et plus on quitte les États-Unis, vous avez vu le gouverneur de New York également, encourager très fortement avec des billets d'autobus les gens à traverser par Roxham. Donc, et le Canada acceptant
effectivement, qu'ils ne soient pas ces nouveaux migrants-là, qu'ils ne soient pas empêchés par la frontière ordinaire en passant par Roxham, eh ben c'est les États-Unis qui gagnaient, qui se débarrassaient de ces gens dont on ne voulait pas la présence. Hein? Et puis ça coûtait cher. Hein? Ben oui, et vous avez vu toutes les États, tous les États donc, qui ont encouragé, c'était devenu littéralement un scandale. Alors, le Canada supportait tout ça. Maintenant, l'entente ne change pas, sauf que le Canada ferme la légalité. Ceux qui perdent là-dedans, là, c'est les migrants. Tout à fait. C'est les migrants qui ne pourront plus accéder au Canada que par la frontière. Et si tu viens des États-Unis, ben l'entente s'applique. Tu aurais dû demander faire ta demande aux États-Unis. Tu es passé par un autre pays, un pays tiers, n'est-ce pas? Justement, tu n'as pas fait ta demande. On te retourne chez toi. Jean-Hens, le problème, c'est que le migrant qui arrive, qui traverse la frontière, il est en territoire canadien, automatiquement, il est arrêté par la GRC et est retourné aux États-Unis. Mais par contre, cette même personne, s'il se rend à un poste frontalier, c'est là qu'on va étudier son dossier. S'il n'est pas, comment on dit ça, il n'y a pas si il ne répond pas aux critères, on va l'expulser. Par la colle? N'importe où. Non, mais je te parle par la colle, oui. D'où tu peux venir si ce n'est des États-Unis. Oui. Donc, tu viens des États-Unis parce que de l'autre côté, c'est l'État de New York. Donc, tu viens par les États-Unis. Est-ce que tu as fait une demande de statut aux États-Unis? Non. Alors, on te retourne presque automatiquement. C'est l'entente. Si tu as mis le pied illégalement sur le territoire du Canada, ils vont te repousser. Mais par contre, si tu vas à la colle, tu arrives à l'immigration Canada, et puis tu fais la demande, ils vont traiter le dossier. Mais ils vont traiter le dossier à la lumière de quoi? Ouais, à la lumière d'où viens-tu? Ils ont beaucoup de chances qu'il le retourne de là où il est parti. C'est pas aux États-Unis, dans ton pays. Dans ton pays. Ah non, c'est pas dit ça. Ah ben, alors, pas dit donc, alors, il y a encore beaucoup de flou. Il y a tellement de flou là-dedans. Les spécialistes de l'immigration vont essayer de voir ça. Mais moi, mon problème, c'est que Roxham, c'est quelque chose qui... C'est Roxham. Roxham. Sur quelques kilomètres. Il a une fixation sur Roxham. J'ai une fixation sur Roxham parce que j'aime bien Roxham. Okay, tu vois. Non, mais le problème, comme tu as dit, Roxham, c'est quelques kilomètres sur une province. Au-delà de la province, il y a l'Ontario. L'Ontario, c'est autant de kilomètres sur la frontière. Est-ce que la GRC va être aussi vigilante sur cette partie de la frontière? On ne sait rien. Les gens aussi. Toi, tu parles de vigilance, là. C'est la capacité. Oui. Qu'on a à couvrir tout ce territoire-là, à surveiller tout ce territoire-là. Non, on ne pourra pas. La seule chose, c'est que souvent, les gens viennent au Canada et passent un petit temps et essayent de retourner aux États-Unis. On est toujours plus tenté par les États-Unis où les choses sont moins difficiles, où tu as plus de possibilités de fonctionner à l'intérieur de la société, même de payer l'État sans avoir à te cacher, sans avoir à... tu vis dans une semi-illégalité et il y a des gens qui vivent des années. Il y a des gens qui ont 30 ans aux États-Unis qui n'ont jamais fait de papier et qui fonctionnent normalement. Mais il y a une porte ouverte, le fameux 14 jours là. C'est-à-dire que si la personne rentre, il se cache pendant 14 jours, au bout de la 15e journée, on ne peut plus l'envoyer aux États-unis. C'est ça. Donc il va se cacher. En tout cas, il va falloir que je regarde ça. Oui. Et Jean-Ernest Adot, tu n'as même pas besoin de regarder. De toute façon, le risque que la personne en cours, ce n'est pas qu'elle soit refoulée aux États-Unis, mais qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine. C'est ça la chose. Donc la première, donc il y a pour ce premier élément là
qui fait que il y a peut-être moins de risques de voir une grosse invasion s'étendre sur des points poreux au niveau de la frontière, etc., etc. Parce que Roxham a peut-être été l'endroit le moins hostile. Bon, ceux qui veulent quitter, ceux qui veulent aller quelque part où c'est mieux, vont toujours trouver une façon de faire. Mais moi, je ne spéculerai pas sur des points à venir à d'autres niveaux de la frontière. Moi, je dirais que peut-être qu'ils vont, une fois de plus, essayer. Non, mais là où Jean-Emmanuel semble banaliser les mouvements migratoires, c'est que les gens n'ont pas fait tout ça parce que ça leur plaît d'avoir le rêve américain ou le rêve canadien, là. C'est des gens extrêmement en difficulté qui quittent et qui font des kilomètres et des kilomètres à pied, traversant des dangers, des déserts et des forêts. Des forêts et tout ça. Il y en a qui en meurent durant le voyage. Ça veut dire, si on nous dit que Roxham est fermé et que 500 kilomètres plus loin, il y a une possibilité, une brèche d'être sur le territoire canadien. Et là où la théorie de Gessler, qu'il faudra regarder, parce que le fameux 14 jours, je ne l'ai pas lu, il suffirait de passer 14 jours en forêt et dire « Tadam, c'est mon 15e jour » et puis là, êtes tenu d'étudier mon dossier. Non, c'est trop facile. C'est ce qu'il a dit. Non, tu arriverais à ce moment-là, la veille, et tu pourras te présenter et dire comme que j'ai passé 14 jours. Non. C'est pas aussi facile. C'est 14 jours à partir du moment où quelque part tu as été signalé, tu as été vérifié que tu es rentré. Et c'est là où ça me paraît un peu difficile. Et pourquoi on te mettrait pas dans un endroit pour te contrôler parce que tu es une personne susceptible? Le gouvernement canadien, en tout cas l'Immigration Canada, serait ridicule avoir un tel règlement et à laisser les gens aller dans la nature comme ça. Là. Alors, c'est des histoires tellement pointues et spécialisées sur la question d'immigration. C'est pour ça que j'ai pas voulu intervenir. Je suis intervenu sur la chose que tu estimes être une façon de banaliser, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est tu as dit que les gens ne vont pas chercher d'autres issues pour rentrer au Canada. Parce que j'entends les discours des gens. Le Canada, n'est pas très attrayant en termes de possibilités offertes aux gens qui arrivent au pays de manière, des sans-papiers ou autre chose. La deuxième chose, c'est que quand je dis attrayant, d'abord il y a ce qu'on t'offre, et puis ensuite il y a les possibilités que tu n'as pas, c'est-à-dire si la personne est malade, si la personne... Maintenant, à Montréal, tu as territoire, j'ai oublié l'expression, où tu peux recevoir des soins sanctuaires, ville sanctuaire où tu peux recevoir des soins sans être obligé de présenter des papiers ou sans être dénoncé non plus, surtout. Donc, il y a cette possibilité-là, mais quand on entend les gens dans les groupes communautaires, etc., c'est extrêmement difficile et le Canada ne donne pas le goût aux gens de rester. Alors, Jean-Emmanuel, là où je vais continuer avec toi sur ce dossier-là, ça c'est quand tu as la possibilité entre et entre. Mais quand les États-Unis sont fermés à double tour, là, c'est ce que si Joe Biden laisse la même politique en place, même politique migratoire en place, il est sûr de ne pas être réélu. Alors Joe Biden va tout faire pour montrer que les démocrates peuvent avoir du mordant aussi par rapport à l'immigration. Et d'ailleurs, on sait par rapport à ces expulsions en Haïti, pour parler d'Haïti, je pense que Joe Biden est champion toute catégorie pour les expulsions
Alors donc, c'est parce que le Parti démocrate est critiqué et je crois que la prochaine élection 2024 va se jouer là-dessus sur l'immigration. Donc, les États-Unis ont intérêt à fermer à double tour et si le Canada laisse une petite brèche, et je pense que compte tenu des besoins qui se font de plus en plus criants dans la région, un pays qui s'appelle Haïti, n'est-ce pas? Les gens qui quittent Haïti et passent par monts et vallées et marais, n'est-ce pas? Pour arriver, mais quel que soit le Canada ou les États-Unis ou le Mexique, ils veulent quitter Haïti. Mais moi, ce que je constate avec la décision de fermer Roxane, c'est un signal que le Canada envoie à l'effet que on n'est plus... Tu as entendu ces piafs? Oui, j'ai entendu. C'est-à-dire que le Canada n'est plus ce pays qui secourait les plus faibles dans le monde. Le Canada... la réputation du Canada dans le monde, c'était le pays qui promouvait la paix. Tu vois, le Canada avait une oreille attentive pour les plus faibles dans le monde entier. Mais maintenant, à cause d'une poussée de la droite nationaliste qui est venue d'Europe, ça il faut le savoir, qui est venue d'Europe, qui a fait son beurre sur le dos de l'immigration, surtout l'immigration non européenne. Alors là, le Canada est en train de se défaire de cette image de pays secourable. Et tu vas remarquer que d'ici une semaine, que les groupes communautaires vont prendre la mesure de cette décision et puis ils vont le dénoncer et que monsieur le Premier ministre Trudeau sera le seul responsable de ces actes. Bon, alors... il faut aussi rappeler que dans le cadre de cette entente, il a accepté d'accueillir 15 000 nouveaux réfugiés. Mais ça, c'est une petite goutte d'eau, si on Tout peut à appeler fait. ça une goutte d'eau, n'est-ce pas, par rapport aux besoins immenses de la région. Et on ne reçoit pas que des gens de la région, des gens viennent d'Afghanistan, de partout. Et c'est un mouvement migratoire qui ne touche pas seulement le Canada, même l'Europe aussi. Et l'attitude qui est adoptée en Europe, qu'on peut critiquer, mais c'est l'attitude que les Américains, que le Canada veulent adopter. Et même si on peut critiquer, oui, mais il y a des règles, n'est-ce pas? Sinon, l'ouverture, exemple, Roxham voudrait laisser comprendre que le Canada aurait la capacité d'accommoder tout le monde, de recevoir tout le monde, mais Gessler, on peut critiquer effectivement. Est-ce que le Canada peut accueillir tout le monde? Non. Il y a beaucoup plus de besoins que la capacité du Canada à accueillir des gens, que ce soit de la région. Je me porte à faux contre cet argument parce non? que non, le Canada est en mesure de recevoir bien plus que ça, parce que et Trudeau lui-même parle de la possibilité d'augmenter le nombre de personnes accueillies chaque année. Je pense qu'ils veulent passer à 500 000, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faut comprendre dans ce débat, qui est en fait un faux débat, la capacité est là. Bon, maintenant, c'est quand ces gens-là arrivent, que faut-il faire? C'est que le système a mis en place des murs, ce que j'appelle des murs, donc des garde-fous, pour que, justement, on nuit. Parce que je pose la question régulièrement, que ce soit à des élus ou à d'autres, comment cela se fait-il qu'un travailleur étranger qui arrive avec un permis de travail n'a pas besoin d'expérience canadienne? Alors que le résident permanent, une fois qu'il est sur le terrain, qu'il a déjà une connaissance sommaire, parfois, du Canada, il n'a aucune lui se trouve à être confronté à cette difficulté d'expérience québécoise qui est en fait pour moi une foutaise. Alors, moi j'aurais tendance à vouloir répondre. Oui. Un travailleur étranger arrive dans une spécialité et c'est dans la spécialité qu'il va travailler, qu'il va continuer à évoluer.
Et puis les travailleurs étrangers, je ne sais pas si on va chercher des spécialisés, beaucoup, mais les plus communs, c'est des gens qui travaillent dans les champs. C'est des gens qui travaillent de manière saisonnière, on n'a pas besoin de... Mais quand on prend de médecins, quand on prend de spécialistes, moi je trouve que c'est sécuritaire qu'on exige de ces personnes d'avoir le niveau canadien, les compétences canadiennes. Cela dit, Henri, tu dis qu'on peut ouvrir, est-ce que tu as dit ça là? Je te permets, je te permets d'expliciter ton point. De te reprendre. On ne peut pas ouvrir les portes à tous les besoins à travers le monde. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas, mais c'est ce que j'ai compris. C'est que le Canada a la capacité d'augmenter de manière substantielle. Oui. Hein? Mais Henri, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de cette personne qui arrive, qui s'impose à toi, que tu n'as pas choisi? C'est comme une femme, Roxane, on va l'appeler Roxane, qui vient dans ton lit le soir, mais c'est pas elle que tu as choisi. L'immigration, c'est aussi de vouloir choisir ces immigrés aussi. L'immigration, c'est un choix, un programme pour le capital. C'est des gens qui t'apportent. C'est, en fait, la fonction de l'immigration, c'est pour le capital. Nous, en Occident, quand on prend quelqu'un, eh ben, on fait des calculs. Cette personne-là, Gessler, a étudié pendant X années, je n'aurai pas à payer pour ses études. Il va me rapporter des sous, il ne va pas vivre à l'aide sociale, etc., etc. Et quand vous avez des gens qui s'imposent à vous, qui frappent et qu'on est obligé d'accepter, c'est les réfugiés en général. On peut comprendre que les réfugiés ne peuvent pas faire une demande de statut dans leur pays d'origine. Non. Il faut qu'ils soient là. Alors, donc, on préfère moins les gens qui sont là. Je vais te corriger parce que, encore une fois, le réfugié est un résident permanent lorsqu'il se pointe au Canada. D'accord? Celui qui a... Mais attends. Mais je ne comprends pas cette phrase-là. Il faut que tu... Quelqu'un qui fait... On commence par faire une demande de statut de réfugié. Non. Quand on est dans son pays, on ne peut pas revendiquer le statut de réfugié. Non. Mais attends. C'est écrit noir sur blanc. La semaine prochaine, je vais venir avec la preuve, d'accord? Ensuite, le gouvernement fait deux choses. Soit qu'il accepte des gens qui déposent une demande et qui arrivent comme réfugiés, donc ils ont été sélectionnés, ou ils viennent parce que un organisme ou des membres de la famille ont, c'est ce qu'ils appellent, pas le regroupement familial. Parrainage? C'est le parrainage des réfugiés. Le parrainage des réfugiés. Et à ce moment-là, celui qui obtient l'autorisation, donc ce qu'il obtient, c'est les mêmes papiers que celui qui a déposé une demande dans la catégorie des travailleurs de la famille. Il obtient son visa de résidence et qui lui permet de rentrer au Canada. D'accord? Bon, maintenant, lorsqu'il y a au niveau les travailleurs temporaires, il y a plusieurs niveaux. Il y a les qualifiés et ceux qui viennent combler des besoins en main-d'œuvre. Saisonniers. Non, pas saisonniers. Pas saisonniers. Non. Et la dernière catégorie, c'est les saisonniers. Les saisonniers, en général, c'est ceux qui viennent pour travailler dans le secteur de l'agriculture ou des secteurs où les besoins se font sentir. Parce qu'il y a aussi des travailleurs non qualifiés dont le secteur d'activité a besoin de recruter. D'accord? Donc, pour moi, c'est un faux problème parce que... Alors, Henri, je m'excuse là. Moi, j'ai présenté des demandes de statut de réfugié et pour des migrants. Et mon plaisir, c'est de toujours serrer la main à celui-là lorsque le dossier a fait toutes les étapes et qu'il est reçu. Il est reconnu comme réfugié au Canada. La personne se présente en général, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as déjà représenté, comme mais demandeur. Moi, la personne se présente sans statut et se présente et fait sa demande
ici. Oui, il revendique. Il fait sa demande ou revendique sans statut et puis raconte son histoire, déballe, etc. Tout à fait. Et il y a un juge qui accepte ou qui n'accepte pas l'immigration. Alors, la personne qui est reçue comme réfugié, oui, on va changer son statut, on va lui donner la résidence. C'est ce statut de réfugié qui va être changé en résidence permanente. Cela dit, je ne connais pas, je n'ai jamais reçu un dossier de quelqu'un qui arrive déjà avec une résidence, mais comme réfugié, etc. Ce type de cas-là existe peut-être, mais moi... Non, c'est ce qu'on appelle... Qu'il est en train de dire, c'est que... Attends, je vais dire un petit mot, parce que c'est que dans certains pays en proie à la violence, à la guerre civile, ou bien des pays qui sont en proie à des problèmes environnementaux, il y a des déplacements de population. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, après la guerre, le truc... L'ONU va administrer des camps de réfugiés, soit au Congo. Et l'ONU ne peut pas exiger que ce soit le Canada, que le Canada reçoive, que les États-Unis, qu'un tel pays, malgré le papier de reconnaissance de l'individu. Mais c'est le pays lui-même qui va décider en fonction de ses capacités. Moi, je vais en prendre une centaine, un millier. Voilà. Il y a des réfugiés sélectionnés selon la Convention et il y a des réfugiés désignés. Mais qui sélectionne? Les Nations Unies. Au départ, non, ça dépend. Ça dépend. Mais il y a toujours initialement c'est un coup d'immigration 101 on va à la pause. D'accord. On va à la pause et au retour, on va changer. On va aller sur le dossier d'Haïti de manière spécifique. On est d'accord? Oui.